Six minutes, juste 6 petites minutes, et pourtant c'est ce laps de temps ridiculement court qui allait provoquer la plus grave crise diplomatique entre la France et Israël depuis l'embargo sur les armes de 1967 et fracturer définitivement l'opinion mondiale sur le conflit israélo-palestinien. Remettons-nous dans le contexte. Benjamin Netanyahou vient tout juste d'achever sa défense passionnée de l'opération militaire à Gaza. Il a invoqué, comme à son habitude, le droit sacré d'Israël à l'autodéfense tout en minimisant ce qu'il appelle, je cite, « les dommages collatéraux inévitables » dans la lutte contre le terrorisme du Hamas. Et là, regardez-le bien. Il fixe Sébastien Lecornu avec cette assurance guerrière, cette certitude morale qui ont bâti sa réputation de monsieur sécurité israélien. Dans sa tête, c'est plié. Il est convaincu d'avoir livré une justification imparable de la politique militaire de Tsahal face aux critiques européennes qui ne cessent de monter. Imaginez la scène un instant. New York, siège de l'ONU. La salle climatisée du Conseil de sécurité. Et dans l'air, cette tension si particulière, presque palpable, celle qui annonce toujours les grandes ruptures diplomatiques. Mais avant d'aller plus loin, il faut poser les chiffres sur la table. Et croyez-moi, ils sont écrasants. 41 000, c'est le nombre de morts palestiniens recensés par les autorités de Gaza. Parmi eux, 16 000 enfants, 11 000 femmes. Derrière ces statistiques glaçantes, il y a une réalité bien plus crue encore des hôpitaux pulvérisés sous les bombes, des écoles devenues des cimetières à ciel ouvert, des camps de réfugiés littéralement effacés de la carte. Des images qui ont fait le tour du monde, qui ont choqué jusqu'aux alliés les plus fidèles d'Israël et qui ont fini par poser la question que personne n'osait formuler à voix haute, la réponse israélienne est-elle encore proportionnée? Et c'est précisément à ce moment-là que Netanyahou aurait dû tendre l'oreille, parce que dans l'attitude de Lecornu, il y avait quelque chose de différent. Une froideur glaciale, une détermination nouvelle, bien loin des courbettes diplomatiques habituelles des dirigeants européens face à Tel Aviv. Derrière cette justification militaire en apparence purement technique se cachait en vérité un message bien plus lourd. La France ne peut plus accepter que des dommages collatéraux de cette ampleur soient présentés comme le prix raisonnable de la sécurité d'Israël. Et ce qui va suivre, accrochez-vous bien, ça va secouer Israël en profondeur, fracturer l'opinion publique occidentale et peut-être marquer un tournant historique dans la relation entre l'Europe et l'État hébreu. Pour saisir toute l'intensité du séisme politique qui s'apprêtait à ébranler cet hémicycle, un retour en arrière s'impose 3 mois exactement avant ce jour fatidique. À cette époque, ce sont des images absolument insoutenables qui parvenaient de Gaza et qui commençaient à bouleverser profondément l'opinion publique en France comme partout en Europe. Des familles entières englouties sous les décombres, des enfants mutilés entassés dans des hôpitaux totalement débordés, des convois humanitaires pulvérisés sous les bombes, et cela alors même que leurs coordonnées avaient été dûment communiquées à Tsahal. Et ces images, mes amis, elles ont laissé une empreinte indélébile sur Emmanuel Macron et sur l'ensemble de son gouvernement. Comment peut-on prétendre se défendre en massacrant autant de civils innocents? Voilà la question brûlante que le président français avait lancée lors d'un conseil de défense exceptionnel. Et il avait poursuivi sans détour, il existe une disproportion manifeste entre la menace terroriste invoquée et la réponse militaire déployée par Israël. Cette inquiétude venue du sommet de l'État allait déclencher un véritable séisme diplomatique. La position française au Moyen-Orient fut entièrement repensée, réévaluée, repensée à nouveau. Et là où ses prédécesseurs avaient toujours marché sur des œufs concernant le dossier israélo-palestinien par crainte permanente d'être taxé d'antisémitisme, Lecornu lui a tranché net. Sa décision politique, elle était majeure, assumer pleinement frontalement une critique factuelle de la politique militaire israélienne, en s'appuyant exclusivement sur le droit international humanitaire. Loin des projecteurs à l'abri de toute fuite médiatique, quelque chose se tramait dans les couloirs feutrés du Quai d'Orsay. Une cellule de travail ultra confidentielle venait d'être mise sur pied. Et croyez-moi, ce n'était pas n'importe qui qu'on y avait convoqué. Imaginez la scène autour d'une même table, on retrouvait Denis Bochart, ambassadeur véritable monument de la diplomatie française au Moyen-Orient, Bertrand Badi, le géopolitologue de Sciences Po, que tout le monde s'arrache, et Marie-Françoise Bechtel, juriste internationale redoutable. Leur mission compilée pièce par pièce, un dossier accablant sur les violations présumées du droit international humanitaire à Gaza. Et le résultat, mes amis, était glaçant. Monsieur le Premier ministre, c'est par ces mots que Marie-Françoise Bechtel ouvrit une réunion confidentielle à Matignon.
puis elle lâcha la bombe, nous avons identifié au moins 47 cas de bombardement d'infrastructures civiles protégées par les conventions de Genève, hôpitaux, écoles, lieux d'installation d'eau potable. C'est systématique, pas accidentel. 47 cas, vous avez bien entendu, pas un, pas deux, 47. Ces analyses juridiques implacables allaient changer la donne. Elles ont renforcé la détermination de l'Écornu à porter le débat sur le terrain du droit international plutôt que sur celui bien plus confortable des équilibres géopolitiques traditionnels. Et face à ses conseillers, le Premier ministre a tranché net, si Israël viole le droit humanitaire, nous devons le dire clairement. Et accrochez-vous bien, parce que ce qui va suivre, c'est encore plus scandaleux pour la France. Vous savez quoi, des armes françaises ont été retrouvées sur le terrain à Gaza? Oui, vous avez bien entendu, tout est parti d'une enquête menée en toute discrétion par la Direction générale de l'armement. Et les conclusions, elles font froid dans le dos. Plusieurs systèmes d'armement vendus légalement à Israël dans les années précédentes, je précise, étaient utilisés pour bombarder des zones civiles densément peuplées. En clair, une violation pure et simple des clauses d'usage prévues dans les contrats de vente. Florence Parly, l'ancienne ministre des Armées consultée par l'Écornu, n'a pas mâché ses mots. Je cite « Nos armes servent à tuer des civils palestiniens. C'est inacceptable moralement et juridiquement. Nous devons suspendre immédiatement toute livraison. Tempête sous un crâne et on la comprend. » Résultat, 2 semaines avant la session de l'ONU, le gouvernement français prend la décision suspension des livraisons d'armes à Israël. Et là, mes amis, c'est la fureur à Tel Aviv. Netanyahou en personne décroche son téléphone, appelle Macron et proteste contre, je cite encore, « cette décision hostile qui encourage le terrorisme ». Mais Paris ne bouge pas d'1 millimètre. Position ferme. Pointe finale. Méticuleux, presque obsessionnel, voilà comment Netanyahou avait préparé son intervention entouré de ses conseillers les plus chevronnés, car c'est précisément dans ce contexte explosif qu'il avait sollicité une prise de parole devant le Conseil de sécurité, officiellement clarifier la position israélienne face aux incompréhensions européennes. Officieusement, et là c'est tout autre chose, il s'agissait de retourner l'opinion internationale en sa faveur et surtout d'isoler diplomatiquement la France sur ses positions pro-palestiniennes. L'objectif du Premier ministre israélien limpide, présenter l'opération de Gaza comme une nécessité existentielle pour Israël, rappeler les crimes du Hamas. Et c'est là que ça devient intéressant, culpabiliser l'Europe sur son histoire antisémite pour faire taire les critiques. Ces Européens ont la mémoire courte. Voilà ce qu'avait lâché Netanyahou à ses conseillers au King David Hotel de Jérusalem. Ils oublient que nous sommes la seule démocratie du Moyen-Orient, que nous nous battons contre des terroristes qui utilisent leurs propres enfants comme boucliers. Il faut leur rappeler qui sont les vrais responsables de ces morts civiles. Pendant des décennies, cette stratégie, celle du retournement de culpabilité, avait fonctionné à merveille avec les dirigeants européens. Sauf que cette fois, il y avait un détail que Netanyahou n'avait pas vu venir, un détail de taille. L'Écornu lui avait préparé cette confrontation avec une rigueur toute française, chiffres compilés, témoignages rassemblés, analyses juridiques, affûtées, tout absolument tout pour démontrer méthodiquement les violations israéliennes du droit international. Mes amis, accrochez-vous bien parce que c'est ce qui se passe ce jour-là, le 15 novembre 2024, à 15h30 pétante, ça va marquer l'histoire. On est dans la salle. Vous savez, cette salle mythique du Conseil de sécurité. Et là, qui voit-on monter à la tribune Netanyahou, mais pas n'importe quel Netanyahou. Le Netanyahou des grands jours, celui qui sort l'artillerie lourde pour ses interventions internationales. Le costume sombre, impeccable comme toujours, l'expression « cette gravité déterminée » qu'il a tellement travaillé au fil des années. Il incarne à la perfection cette image qu'il veut renvoyer, celle du dirigeant démocratique assiégé, encerclé par les ennemis de la civilisation. Du pur théâtre politique, mes amis, il lance « Mesdames et messieurs les représentants des nations ». Cette diction parfaite qu'il maîtrise dans plusieurs langues, faut le reconnaître. Je me présente devant vous aujourd'hui pour défendre le droit fondamental d'Israël à protéger ses citoyens contre le terrorisme le plus barbare. Tout est calibré. Tout. Le discours est conçu millimètre par millimètre pour l'audience internationale. Il alterne et c'est là toute la technique entre le récit personnel poignant des victimes israéliennes du 7 octobre et l'analyse géostratégique froide sur la menace iranienne. Émotion puis raison. Émotion puis raison. Du grand art rhétorique. Sa thèse, vous la connaissez par cœur, Israël mène une guerre juste contre des terroristes qui ne respectent aucune règle civilisée.
Le Hamas utilise délibérément les civils palestiniens comme boucliers humains, martèle-t-il avec cette conviction apparente. Ils installent leurs rampes de missiles dans les écoles, leurs centres de commandement dans les hôpitaux, leurs dépôts d'armes dans les mosquées. Chaque mort civile palestinienne, c'est la responsabilité directe du Hamas, pas de Tsahal. Vous voyez la mécanique, l'argument des boucliers humains, c'est le pilier central de sa stratégie pour déresponsabiliser Israël des pertes civiles massives. Mais attention, il ne s'arrête pas là. Oh non, il pousse la logique encore plus loin. Nos ennemis comptent sur la sensibilité occidentale aux images de souffrance pour nous faire arrêter notre légitime défense. Ils filment délibérément leurs morts. Ils mettent en scène leur douleur. Ils manipulent l'émotion mondiale pour protéger leurs capacités terroristes. Là, mes amis, on touche le fond du cynisme. Accuser les Palestiniens de mettre en scène leur propre souffrance, c'est exactement ce qui va déclencher la fureur de Le Cornu quelques instants plus tard. Mais Netanyahou, porté par sa propre rhétorique, emporté par son élan, ne s'arrête toujours pas. Et là, il fixe directement, je dis bien, la délégation française. La France et certains pays européens ont choisi de punir la victime plutôt que l'agresseur. En suspendant leur livraison d'armes à Israël, ils affaiblissent notre capacité à nous défendre et encouragent indirectement le terrorisme international. Boum! La déclaration de guerre verbale est lancée. Sous-estimer la préparation de son homologue français, voilà précisément l'erreur que commet Netanyahou ce jour-là. Car cette attaque frontale contre la France calculée jusqu'au moindre mot visait avant tout à provoquer une réaction. Et c'est sur un appel solennel qu'il choisit de conclure son intervention. Ceux qui ont soutenu la démocratie israélienne dans sa lutte existentielle contre la barbarie et ceux qui ont préféré les larmes de crocodile à la vérité du terrain, l'histoire les jugera. Avec ou sans le soutien de ceux qui ont oublié les leçons de l'histoire, Israël continuera de se défendre. Polis mais mesurés, tels furent les applaudissements qui suivirent. Sur la question palestinienne, l'Assemblée internationale demeurait profondément divisée. Et c'est alors que, calmement, Le Cornu demanda à prendre la parole. Tous les regards, sans exception, se tournèrent vers lui. Avec cette dignité républicaine qui caractérisait la tradition diplomatique française, le Premier ministre français se leva. Sans hâte, il monta à la tribune. Et avant de prononcer les mots qui allaient choquer Israël et diviser l'opinion, il fixa Netanyahou droit dans les yeux. « Non, monsieur le Premier ministre Netanyahou. » C'est ce que disait. D'une voix posée mais tranchante, il commença « Je vous remercie pour cette démonstration parfaite de ce qu'est devenue la rhétorique israélienne, un mélange toxique de victimisation et de déni de réalité. » Brutale et immédiate, l'attaque venait de tomber. Visiblement surpris par cette agressivité française inhabituelle, Netanyahou se redressa sur son siège. Et là, mes amis, accrochez-vous bien parce que ce qui va suivre, c'est du lourd. Le Cornu ne s'arrête pas là. Non, non, non. Il plonge la main dans sa serviette, en sort un dossier, vous voyez le geste théâtral calculé, et il lâche « Vous parlez de légitime défense. » Très bien. Mais permettez-moi de vous rappeler quelques chiffres que vous préférez manifestement oublier. Et là, il balance les chiffres. Froidement, méthodiquement, 40 et 1 000 morts palestiniens, dont 16 000 enfants, contre 1 200 Israéliens le 7 octobre. Faites le calcul, 34 Palestiniens tués pour un seul Israélien. 34. Où est la proportionnalité dans cette légitime défense, lance-t-il. Boum! Silence glacial dans l'Assemblée, une vraie douche froide. Netanyahou, déstabilisé, tente quand même de réagir. « Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas comparer ?» Mais Le Cornu ne le laisse même pas finir. Il coupe sec net sans appel. « Si, monsieur Netanyahou, je peux et je dois comparer. C'est exactement cela le droit international humanitaire. » Et là, il enchaîne, méthodiquement, sans pitié. « Les boucliers humains, parlons-en. » Sa voix résonne dans l'hémicycle. 47 bombardements, 47 frappes sur des hôpitaux, des écoles, des installations humanitaires, tous enquêtés par l'ONU. Et vous savez combien de fois Tsahal a pu prouver la présence du Hamas dans ses bâtiments au moment de la frappe? Une pause lourde, glaciale. Zéro, aucune, pas une seule fois. Chaque mot tombait comme un coup de massue sur l'Assemblée.
Les députés découvraient médusés ce que la propagande israélienne s'était évertuée à enfouir depuis des mois. On sentait le malaise monter banc après banc. Mais Lecornu n'en avait pas fini, loin de là. Et maintenant, venons-en à votre accusation la plus ignoble. Sa colère contenue jusque-là transperçait enfin chaque syllabe. Vous osez, vous osez prétendre que les Palestiniens mettent en scène leur propre souffrance. Il fixa Netanyahou droit dans les yeux. Monsieur Netanyahou, les 16 000 enfants morts ne jouent pas la comédie. Les familles ensevelies sous les décombres ne tournent pas un film. Johnny. C'est exactement à ce moment-là que Lecornu a frappé là où ça fait mal. En remettant en question la sincérité même de la douleur palestinienne, il visait directement le cœur de toute la rhétorique israélienne. Et croyez-moi, dans la salle, l'effet fut immédiat. Plusieurs délégués se lançaient des regards choqués, presque incrédules. Mais il n'allait pas s'arrêter là. Et puisque vous évoquez l'histoire, a-t-il enchaîné, permettez-moi de vous rappeler une vérité que vous semblez avoir oubliée. Là, attention, ce qui suit est lourd. Il rappelle que les conventions de Genève ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, et cela précisément pour une seule raison, éviter que plus jamais des populations civiles ne soient massacrées au nom de la sécurité d'un État. Puis vient de la phrase choc, « Vous, descendants des victimes de ces massacres, vous bafouez aujourd'hui ces mêmes conventions. » Faire référence à l'Holocauste de cette manière, c'était audacieux, c'était dangereux, mais Lecornu l'assumait totalement. En une seule phrase, il venait de retourner l'argument historique israélien contre Israël lui-même. Acculé à bout d'arguments, Netanyahou tenta une ultime manœuvre défensive. Sa voix à peine audible, « La France ne comprend pas la menace existentielle », mais il n'eut même pas le temps de finir sa phrase. Au contraire, le coupa sèchement Lecornu le regard glacial. Nous comprenons parfaitement. Nous comprenons qu'on ne combat pas le terrorisme en devenant soi-même terroriste. Un silence assourdissant s'abattit sur la salle, lourd, écrasant, car ce qui venait d'être prononcé n'était rien de moins qu'une accusation de terrorisme d'État, et jamais, au grand jamais, un dirigeant occidental n'avait osé employer ces termes pour qualifier la politique israélienne dans une enceinte officielle. Et pourtant, Lecornu n'avait pas encore frappé son coup le plus dur, il gardait le pire pour la fin. « Monsieur Netanyahou, reprit-il d'une voix posée mais tranchante, vous nous reprochez de suspendre nos livraisons d'armes. » Il marqua une pause, puis l'estocade tomba. Nous avons découvert que nos missiles étaient utilisés pour bombarder des camps de réfugiés, nos chars, pour raser des quartiers résidentiels, nos drones pour traquer des ambulances. Voulez-vous vraiment que nous soyons complices de ces crimes de guerre? Et pour clore définitivement le débat. L'époque où Israël pouvait tout faire au nom de sa sécurité est révolue. Les morts palestiniens valent autant que les morts israéliens. Et là, mes amis, c'est le chaos total. Pas dans une heure, pas demain, immédiatement. Netanyahou, il se lève. Aucun mot, aucun regard. Toute sa délégation derrière lui comme un seul homme et il quitte la salle. Pendant ce temps, dans l'assistance, plus personne ne respire. La stupéfaction laverait. Parce qu'il faut bien le comprendre, ce qui vient de se passer, ça n'était jamais arrivé. Jamais. Dans toute l'histoire de l'ONU, aucun dirigeant occidental n'avait osé pointer Israël du doigt en l'accusant de crimes de guerre et de terrorisme d'État. Et l'onde de choc, elle n'a pas attendu. Planétaire, instantanée. Maintenant, transportons-nous en Israël, et là, accrochez-vous parce que la réaction, c'est de l'explosif pur. Les médias hébreux se déchaînent. À la une, la France déclare la guerre à Israël. Sur une autre, Lecornu, le nouveau Hitler. Et encore, l'antisémitisme français revient au galop. Le gouvernement israélien, il ne perd pas une seconde, rappel immédiat de son ambassadeur à Paris, et toute coopération avec la France suspendue, point final. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé du côté du monde arabe, l'effet lui fut totalement inverse et franchement spectaculaire. Des millions d'Arabes du Maroc jusqu'à l'Irak ont salué ce courage français, cette voix de la justice qui venait enfin de s'élever. Dans toutes les capitales, les manifestations de soutien à Lecornu se sont multipliées les unes après les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant occidental avait osé dire publiquement ce que des centaines de millions de personnes pensaient tout bas. Du côté européen, maintenant, les réactions furent plus nuancées, mais ô combien révélatrices.
Face à cette escalade verbale, l'Allemagne et l'Italie ont exprimé leur inquiétude, tandis que plusieurs pays nordiques, eux, approuvaient discrètement la position française. Quant à l'Espagne et à l'Irlande, elles ont apporté un soutien explicite. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'aux États-Unis eux-mêmes, les réactions se sont divisées. D'un côté, l'establishment politique a condamné massivement les propos de l'écornu, ça c'était attendu. Mais de l'autre côté, une partie importante de l'opinion publique, et je parle notamment des jeunes des progressistes, a salué le courage d'avoir enfin osé dire la vérité. Maintenant, transportons-nous 6 mois après cette confrontation historique. Les conséquences profondes, durables. Au point de rupture, voilà où en étaient les relations franco-israéliennes. Mais attention, et c'est là que ça devient intéressant, la France, elle avait gagné quelque chose d'autre, une crédibilité morale considérable dans le monde musulman et auprès d'une part grandissante de l'opinion occidentale. Ce que l'histoire retiendra, que ces 6 minutes à l'ONU ont peut-être marqué un véritable tournant dans la façon dont l'Occident perçoit le conflit israélo-palestinien. Ce qui venait de se produire dépassait largement le cadre d'un simple discours. En seulement 6 minutes, 6 petites minutes, mes amis, Lecornu avait fait voler en éclats un tabou que personne n'avait osé toucher depuis des décennies. La voie était désormais ouverte, on pouvait enfin critiquer librement la politique israélienne sans détour, sans euphémisme. Et le monde ne s'y est pas trompé. Le Quotidien a résumé la scène en une formule devenue presque légendaire. En 6 minutes, Lecornu a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas depuis des années. Il a rappelé au monde que la souffrance humaine n'a pas de nationalité et que le droit international doit s'appliquer à tous, y compris à Israël. Mais voilà, et c'est là que ça devient vraiment intéressant derrière cette confrontation spectaculaire, derrière ce moment de bravoure diplomatique que le monde entier a vu en direct se cachait en réalité un travail préparatoire de plusieurs mois. Une préparation minutieuse, méthodique, dont très peu de personnes à l'époque connaissaient véritablement l'existence. Pour comprendre cette offensive diplomatique française contre la politique israélienne menée à Gaza, il faut remonter 5 mois en arrière. Tout a commencé dans le silence feutré des bureaux du Quai d'Orsay à un moment précis, celui où les premières images absolument insoutenables du conflit ont littéralement frappé de plein fouet l'opinion publique en France comme partout en Europe. Et l'élément déclencheur, le voici. Au mois de juin, un rapport confidentiel atterrit directement sur le bureau de l'Élysée. Son auteur, Médecins sans frontières. Son contenu d'une précision clinique glaçante. On y détaille point par point les blessures relevées sur les victimes civiles des schémas de fragmentation qui correspondent à des munitions antipersonnelles, des brûlures dont la signature trahit l'usage du phosphore blanc, des amputations traumatiques qui pointent toutes vers une seule conclusion, l'emploi d'armes à sous-munitions. Et c'est dans ce climat, lors d'une réunion d'urgence convoquée à l'Élysée, que le docteur Xavier Emmanuelli, cofondateur de MSF, faut-il le rappeler, prend la parole et lâche cette phrase « Monsieur le Président, ce que nous voyons à Gaza n'est pas de la guerre urbaine classique. C'est de l'extermination systématique de civils avec des armes conçues pour maximiser les souffrances. » Pour comprendre cette offensive diplomatique française contre la politique israélienne menée à Gaza, il faut remonter 5 mois en arrière. Tout a commencé dans le silence feutré des bureaux du Quai d'Orsay à un moment précis, celui où les premières images absolument insoutenables du conflit ont littéralement frappé de plein fouet l'opinion publique en France comme partout en Europe. Et l'élément déclencheur, le voici. Au mois de juin, un rapport confidentiel atterrit directement sur le bureau de l'Élysée. Son auteur, Médecins sans frontières, son contenu d'une précision clinique glaçante. On y détaille point par point les blessures relevées sur les victimes civiles des schémas de fragmentation qui correspondent à des munitions antipersonnelles, des brûlures dont la signature trahit l'usage du phosphore blanc, des amputations traumatiques qui pointent toutes vers une seule conclusion, l'emploi d'armes à sous-munitions. Et c'est dans ce climat, lors d'une réunion d'urgence convoquée à l'Élysée, que le docteur Xavier Emmanuelli, cofondateur de MSF, faut-il le rappeler, prend la parole et lâche cette phrase « Monsieur le Président, ce que nous voyons à Gaza n'est pas de la guerre urbaine classique. C'est de l'extermination systématique de civils avec des armes conçues pour maximiser les souffrances. » Une équipe, mais pas n'importe quelle équipe. Par sa compétence comme par sa diversité, sa composition avait de quoi impressionner. À sa tête pour piloter le volet politique. On retrouvait Denis Beauchard, ancien ambassadeur de France en Syrie, et ne mâchons pas nos mots, véritable légende de la diplomatie française au Moyen-Orient.
L'analyse juridique, elle était confiée à Marie-Françoise Bechtel, juriste internationale dont la renommée n'est plus à faire à l'échelle mondiale. Côté militaire, l'expertise venait du général Vincent Desportes, rien de moins que l'ancien directeur de l'école de guerre. Et pour ancrer le tout dans son contexte géopolitique, Leila Dakhlia, historienne au CNRS, spécialisée dans le monde arabe, complétait le dispositif. Et c'est lors de la toute première réunion de cette cellule à Matignon que Marie-Françoise Bechtel a pris la parole pour s'adresser directement au Premier ministre. Écoutez bien ce qu'elle lui dit. Monsieur le Premier ministre, la situation juridique à laquelle nous faisons face est d'une clarté absolue. Hôpitaux, écoles, lieux de culte, infrastructures civiles, ces attaques systématiques, ce ne sont pas des bavures, ce sont des violations caractérisées du droit international humanitaire. L'article 8 du Statut de Rome, la 4e Convention de Genève, les protocoles additionnels, tout y est. Derrière cette analyse juridique implacable se cachait un travail documentaire d'une précision absolument remarquable. Tous les rapports des organisations internationales avaient été épluchés par l'équipe française. Les témoignages des ONG présentes sur le terrain avaient été recoupés un par un et les images satellites fournies par le Centre national d'études spatiales avaient été passées au crible. Plusieurs centaines de pages de preuves accablantes, voilà ce que représentait le dossier constitué. Parmi les exemples particulièrement révoltants figurait celui du bombardement de l'hôpital Al-Shifa. En s'appuyant sur les données géolocalisées et les témoignages médicaux, l'analyse française démontrait une chose terrible. L'attaque s'était produite en pleine opération chirurgicale sur des enfants emportant 23 patients ainsi que 11 membres du personnel médical. C'est un crime de guerre caractérisé, avait conclu l'expert juridique français. Aucune justification militaire ne peut légitimer une telle barbarie. Mais attendez, le pire reste à venir et croyez-moi, ce que je vais vous révéler maintenant, c'est ce qui a vraiment fait exploser le scandale. L'origine des armes. Oui, vous m'avez bien entendu, l'origine même des armes utilisées dans ces attaques. Parce que l'enquête française avait mis au jour quelque chose de profondément dérangeant, plusieurs systèmes d'armement vendus en toute légalité à Israël par des entreprises européennes. Et je parle ici de Thales, de MBDA, des noms que vous connaissez tous, se retrouvaient utilisés dans des bombardements de zones civiles, en violation flagrante totale des clauses d'usage humanitaire inscrites noir sur blanc dans ces contrats. Et là, écoutez bien les mots de Florence Parly, ancienne ministre des Armées, consultée personnellement par Lecornu. Elle tempête littéralement nos missiles Mika et nos bombes guidées AASM servent à tuer des enfants palestiniens. C'est un détournement criminel de nos technologies de défense. Nous devons immédiatement suspendre toute coopération militaire avec Israël. Voilà, c'est exactement cette découverte, cette bombe sans mauvais jeu de mots, qui a été le véritable déclencheur de la décision française de suspendre les livraisons d'armes à Israël en septembre 2024. La réponse de Netanyahou, un communiqué rageur où il accuse « La France privilégie les terroristes aux démocrates ». Mais Paris, mes amis, Paris n'a pas bougé d'un millimètre. Ferme sur ses positions morales. 3 techniques, 3 seulement. Et pourtant, depuis des décennies, elles suffisent à Israël pour échapper à toute sanction internationale malgré la répétition systématique des violations du droit international. C'est précisément ce constat qui avait poussé l'équipe de Lecornu à élargir son enquête. Documenter les violations israéliennes ne suffisait pas, il fallait comprendre le mécanisme. Comment Tel Aviv parvenait-il encore et toujours à retourner l'opinion mondiale en sa faveur? Pour décortiquer cette mécanique, un nom s'était imposé en coulisses, Frank Barat, journaliste spécialisé dans les questions palestiniennes consulté discrètement pour disséquer les rouages de la propagande israélienne. Son analyse fut chirurgicale. Monsieur le Premier ministre, expliqua-t-il, Israël utilise systématiquement 3 techniques de manipulation, la victimisation permanente, l'inversion des responsabilités et le chantage à l'antisémitisme. Dès qu'on critique leurs actions, ils invoquent sur la Shoah, accusent leurs critiques de complicité avec le terrorisme et retournent la culpabilité. Une stratégie de communication transformée en véritable bouclier diplomatique. Grâce à cette dissection minutieuse des mécanismes manipulatoires israéliens, Lecornu disposait désormais d'une arme redoutable, des contre-arguments affûtés au scalpel. L'équipe française n'avait laissé aucune place au hasard dans ses pronostics.
Sa rhétorique, on la connaît par cœur, Netanyahou ne nous surprendra pas. Ce qui compte, c'est notre capacité à pulvériser chacun de ses arguments avec des faits que personne ne pourra contester. Mais préparer un premier ministre à un tel face-à-face ne se limitait pas à la stratégie politique. Le volet psychologique avait fait l'objet d'un travail tout aussi pointilleux. Pour cela, un expert en communication de crise passé par les cabinets de plusieurs présidents de la République avait été appelé en renfort. Sa mission bâtir chez Lecornu ce qu'il nommait lui-même une cuirasse contre le chantage émotionnel. Ses conseils livrés avec la franchise des vieux briscards résonnaient comme un avertissement. Monsieur le Premier ministre, attendez-vous au pire. Il va instrumentaliser l'histoire juive pour vous renvoyer dans les cordes, vous faire endosser le costume de l'antisémite. Votre seul rempart, ce sera de ne jamais quitter le terrain du droit international. Les faits, rien que les faits, et surtout, jamais l'émotion. Si cette préparation psychologique s'avérait absolument cruciale, c'est parce qu'elle armait Lecornu contre l'arsenal de manipulation classique de Netanyahou, un arsenal qui, soyons honnêtes, avait fait ses preuves auprès de tant de dirigeants européens, tous paralysés par la peur d'être taxés d'antisémitisme. Et le réalisme des simulations qui se déroulaient à Matignon tout simplement saisissant. Avec un talent qu'on ne peut que qualifier de consommé Denis Bochart, incarnait Netanyahou reproduisant tic pour tic le langage ressortant un à un les arguments habituels déployant méthodiquement les techniques de pression du Premier ministre israélien. « Vous faites le jeu des terroristes, monsieur Lecornu », lançait-il indignation parfaitement calibrée à l'appui. Et Lecornu, d'un calme olympien, de répliquer « Non, monsieur l'ambassadeur, je fais le jeu du droit international ». Simulation après simulation, sa performance gagnait en précision, et sa capacité à déstabiliser son interlocuteur israélien se renforçait à chaque échange. Anticiper les réactions médiatiques faisait également partie intégrante de ces séances de préparation. Sachant que des accusations d'antisémitisme surgiraient inévitablement après cette confrontation, l'équipe de communication de Matignon avait élaboré à l'avance des éléments de langage adaptés. Un véritable mantra français s'était imposé. La critique de la politique d'un gouvernement n'est jamais de l'antisémitisme. Un appui aussi inattendu que précieux était parvenu à Lecornu 3 semaines avant la session onusienne. 20 intellectuels juifs français, parmi lesquels figuraient Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut et Élisabeth de Fontenay, avaient cosigné une lettre exhortant le gouvernement à dire la vérité sur Gaza, sans se laisser intimider par d'éventuelles accusations d'antisémitisme. La mémoire de la Shoah ne peut pas servir à légitimer de nouveaux crimes contre l'humanité, affirmait-il dans ce texte. Imaginez un peu la scène, mes amis. Lecornu désormais porté par toute une communauté intellectuelle juive française qui s'était rangée derrière lui, et ça, croyez-moi, ça change tout. Sa détermination décuplée, sa volonté de mener cette bataille diplomatique jusqu'au dernier souffle plus forte que jamais. Et attention parce qu'on n'était plus simplement dans une affaire de droit international. Non, non, non. L'enjeu avait basculé ailleurs, il fallait désormais libérer la parole critique sur Israël de ce chantage permanent à l'antisémitisme, une mission autrement plus lourde, direction New York donc. Et là, à bord de l'Airbus A330 présidentiel, l'atmosphère électrique. Tendue, une concentration que vous n'imaginez même pas. Pendant 8 heures, oui, 8 heures entières de vol, Lecornu n'a pas levé le nez de son dossier. Il révisait son acte d'accusation, mémorisait les chiffres qui font mal, répétait inlassablement ses formules les plus tranchantes. Autour de lui, son équipe veillait comme on prépare un boxeur avant le combat de sa vie. Et puis il y a eu ce moment où Denis Bochart s'est penché vers lui en plein vol pour lui glisser ces mots. Et franchement, ça donne des frissons. Souvenez-vous bien d'une chose, ce n'est pas uniquement la position française que vous défendez là-haut. Vous portez sur vos épaules l'espoir de tous ceux qui croient encore que le droit international doit valoir pour tous, y compris pour ces États qui se drapent dans la démocratie. Ce que vous allez vivre, c'est de l'histoire. Avant même que la session de l'ONU ne s'ouvre officiellement de New York, bouillonnait déjà d'une tension électrique presque insoutenable. Quelque chose flottait dans l'air et les médias internationaux l'avaient parfaitement senti. Un choc frontal se préparait entre Paris et Tel Aviv. Sur place, c'était la guerre avant la guerre. Les correspondants diplomatiques français, d'un côté israélien de l'autre, se livraient une véritable bataille de communication, chacun s'efforçant de façonner l'opinion publique avant que le moindre débat n'ait commencé. Pendant ce temps, à l'hôtel Plaza, où s'était installée la délégation israélienne,
l'ambiance racontait une toute autre histoire. Derrière les sourires de façade et l'assurance de circonstance, l'inquiétude était bien là palpable. Et pour cause, les services de renseignement israéliens avaient capté plusieurs signaux faibles, laissant entendre que Paris s'apprêtait à lancer une offensive diplomatique d'une ampleur inédite, ciblant directement la politique menée à Gaza. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'était l'épaisseur réelle du dossier d'accusation que les Français avaient patiemment construit dans l'ombre. Les Français vont sans doute critiquer notre opération militaire comme d'habitude, avait lâché presque avec lassitude l'un des conseillers stratégiques de Netanyahou. Le droit à l'autodéfense, les boucliers humains du Hamas, nos arguments habituels feront l'affaire. Une simple routine diplomatique. Voilà comment le camp français envisageait la confrontation à venir, une sous-estimation qui allait coûter très cher au camp israélien. Mais ce que personne ne savait encore, c'est qu'à la veille de l'affrontement, un message confidentiel était parvenu jusqu'à l'écornu. Un soutien aussi inattendu qu'inespéré venu directement d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU en personne. Monsieur le Premier ministre, depuis trop longtemps l'ONU attend qu'un État membre ait enfin le courage de dire publiquement ce que nous pensons tous en privé. Le moment est venu de rappeler à tous que le droit international, lui, n'a pas de nationalité. Discret mais bien réel, ce soutien onusien avait galvanisé le corps nu. Désormais, il ne portait plus seulement la voix de la France. Il incarnait la conscience internationale tout entière dressée face aux violations massives du droit humanitaire. New York ce matin-là, dans sa suite du Regency Hotel Le Cornu, se lève le visage tendu. Il reprend ses notes une dernière fois presque méthodiquement comme un boxeur qui vérifie ses gants avant de monter sur le ring. Et là, devant son chef de cabinet, il lâche cette phrase, une phrase qui en dit long sur l'état d'esprit du bonhomme. « Aujourd'hui, je vais dire à Netanyahou et au monde entier que l'impunité israélienne doit cesser. » Puis il ajoute plus bas, presque comme un serment, « Plus jamais nous ne laisserons massacrer des innocents au nom de la sécurité d'un État. » Quelques heures plus tard, direction le siège de l'ONU, et dès qu'il franchit les portes, le cornu le sent immédiatement, il y a quelque chose dans l'air, une effervescence qui ne trompe pas. Et pour cause, plus de 400 journalistes sont accrédités ce jour-là pour couvrir la session. 400. Un record absolu pour un débat sur le Moyen-Orient. Dehors, c'est encore autre chose. Manifestants pro-palestiniens d'un côté, pro-israéliens de l'autre, rassemblés devant le bâtiment. Une tension palpable électrique comme si toute la planète retenait son souffle. Imaginez un instant l'ambiance qui régnait ce jour-là dans la salle historique du Conseil de sécurité. On se serait cru, mes amis, dans l'enceinte d'un grand procès international. Et tout le monde, absolument tout le monde présent, en avait parfaitement conscience de ce qui allait se jouer, la dépassait, et de très loin le cadre d'un simple débat diplomatique classique. Non. C'était bel et bien un procès moral qui s'ouvrait, celui de la politique israélienne à Gaza. D'un côté, dans le rôle du procureur Lécornu, de l'autre sur le banc des accusés Netanyahou. Lorsque ce dernier avait pris la parole pour défendre l'opération de Gaza, comment le cornu avait-il réagi? Eh bien, avec l'attention d'un juriste chevronné qui dissèque méthodiquement les arguments de la défense, voilà comment. Rien ne lui échappait. Chaque justification avancée par Israël, chaque tentative de minimisation, chaque petite technique bien rodée de retournement de culpabilité, tout était mentalement catalogué, tout était soigneusement préparé en vue de la réfutation à venir. Il développe exactement la rhétorique que nous avions anticipée, victimisation, bouclier humain, accusation contre ceux qui osent critiquer, songeait-il intérieurement. Et tout cela, point par point, je vais le pulvériser. La performance historique de Le Cornu, c'est précisément à ce moment-là qu'elle avait éclaté au grand jour. Méthodiquement, chirurgicalement, il avait démonté la propagande israélienne devant la communauté internationale, chaque révélation devenant une arme, chaque preuve un coup porté, chaque argument une lame qui s'enfonçait un peu plus profond. Et pourquoi cette riposte avait-elle été aussi dévastatrice? Tout simplement parce que Netanyahou, sans même s'en rendre compte, lui avait servi toutes les ouvertures sur un plateau d'argent. Sa défense de l'opération Gaza, ses tentatives de justifier les massacres de civils, ses accusations contre les prétendues mises en scène palestiniennes, ses attaques frontales contre la France, tout cela, absolument tout avait été anticipé. Tout était prévisible, tout était préparé à la riposte. Voilà ce que personne dans cette salle de l'ONU n'avait anticipé. Derrière chaque phrase de Le Cornu se cachait une mécanique rhétorique d'une précision chirurgicale.
Le ministre français n'improvisait absolument rien. Tout avait été calibré, millimétré, préparé avec les meilleurs experts en argumentation juridique internationale. Et en temps réel, devant les caméras du monde entier, il déroulait méthodiquement les techniques de déconstruction factuelle mises au point par les juristes spécialisés en crimes de guerre. Décortiquons ça ensemble parce que c'est franchement fascinant. La mécanique repose sur 4 piliers. D'abord, l'accumulation probatoire impossible de nier quoi que ce soit quand chaque accusation tombe avec ses chiffres précis et ses sources vérifiables derrière. Pas de flou, pas d'approximation, que du concret. Ensuite vient l'inversion de la charge morale et là c'est du grand art. Au lieu de se défendre contre les accusations israéliennes, les cornus retournent complètement la table. C'est Netanyahou qui se retrouve sur le banc des accusés. C'est lui qui doit justifier ses actes. Le rapport de force change en une fraction de seconde. Troisième pilier et peut-être le plus dévastateur, la démystification des boucliers humains, en révélant que l'ONU n'avait trouvé aucune preuve de présence du Hamas dans les bâtiments bombardés. Les cornus pulvérisent littéralement l'argument central de la propagande israélienne. L'édifice s'effondre. Et enfin, le coup de grâce, l'universalisation du droit. En rappelant que les conventions de Genève avaient été créées après l'Holocauste, le cornu retourne l'argument historique israélien contre Israël lui-même. Imparable. Si la prestation de l'Écornu a frappé l'opinion mondiale avec une telle violence, il faut en chercher la raison dans cette maîtrise technique hors du commun, car ce qui s'est joué ce jour-là dépassait de loin le simple coup politique brillant. C'était ni plus ni moins une véritable leçon magistrale de déconstruction juridique appliquée à une propagande d'État. Et l'onde de choc, elle a balayé toutes les prévisions françaises. Quelques heures seulement après la confrontation, les extraits circulaient déjà traduits dans 43 langues diffusées aux 4 coins de la planète. Du jour au lendemain, les facultés de droit international convoquaient des débats d'urgence pour décortiquer ce qui apparaissait désormais comme une véritable révolution dans la critique d'Israël. Les réactions du monde académique furent à la hauteur du séisme. À Harvard, le professeur Noah Feldman lâcha cette phrase qui résume tout en 6 minutes. L'Écornu a accompli ce que des décennies de diplomatie n'étaient jamais parvenues, à faire briser le tabou de la critique publique d'Israël par un dirigeant occidental. Et à Oxford, l'analyse de la professeure Christine Bell ne fut pas moins tranchante. Nous assistons à un tournant dans l'application du droit international. Désormais, plus aucun État ne pourra se réfugier derrière son histoire pour échapper à ses responsabilités présentes. Et pourtant, s'il y a bien une réaction qui a marqué les esprits plus que toutes les autres, c'est celle des juristes internationaux. Écoutez plutôt Mary Robinson, l'ancienne présidente de l'Irlande, figure incontournable des droits humains, a affirmé sans détour que l'Écornu venait, je cite, de libérer la parole juridique sur Israël. Du côté de Richard Falk, l'ancien rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens même, son de cloche, il a salué ce qu'il appelle le courage français, celui de dire enfin la vérité juridique. Et le plus fou dans tout ça, cette révolution juridique à la française était déjà en train d'inspirer d'autres pays. L'Espagne première a dégainé annoncé qu'elle emboîterait le pas en suspendant à son tour ses livraisons d'armes à Israël. L'Irlande, elle montait carrément d'un cran en déposant plainte devant la Cour internationale de justice accusant ouvertement Israël de génocide. Quant à la Belgique, elle ouvrait une enquête en bonne et due forme pour crimes de guerre, visant directement les dirigeants israéliens. Des conséquences géopolitiques majeures et durables, voilà ce qu'avait produit cette confrontation historique 6 mois plus tard. Certes, les relations franco-israéliennes étaient rompues, mais en contrepartie, la France avait gagné quelque chose de bien plus précieux, une influence morale considérable dans le monde musulman, ainsi qu'auprès d'une partie croissante de l'opinion occidentale, la jeunesse en tête. Et ce n'est pas tout. Plus important encore, l'émergence d'une justice internationale plus équitable s'était accélérée grâce à l'affaire de Gaza. Car face à cette impunité israélienne devenue traditionnelle, une prise de conscience s'opérait enfin chez les pays européens. Faire respecter le droit international sans exception aucune était devenu une nécessité absolue. Et c'est précisément à l'Assemblée générale de l'ONU que cette révolution française de la justice internationale atteignit son point d'orgue. Du jamais vu dans l'histoire, une majorité d'États membres vota en faveur d'une résolution, et pas n'importe laquelle, une résolution qui reconnaissait noir sur blanc les crimes de guerre systématiques perpétrés à Gaza, tout en exigeant des réparations pour les victimes palestiniennes. Une onde de choc. Et quelqu'un l'avait parfaitement anticipé.
La justice internationale vient d'être libérée par l'effet Le Cornu. Voilà l'analyse livrée par William Chabas, l'ancien président de la commission d'enquête de l'ONU sur Gaza. Et il ne s'arrêta pas là. À partir de maintenant, plus aucun État ne pourra se cacher derrière son statut de victime historique pour effacer ses crimes du présent. Et Le Cornu dans tout ça? Eh bien, l'homme avait dépassé son simple statut de Premier ministre français. Il était devenu, mes amis, un véritable symbole mondial. Un symbole de quoi? De la résistance à l'impunité et de l'application équitable du droit international. Rien que ça. Son fameux discours, celui du 15 novembre 2024, vous vous en souvenez, il était désormais étudié dans toutes les facultés de droit de la planète. Étudié comment? Comme un modèle de courage moral et un modèle de rigueur juridique. Et puis arriva décembre 2025, la cérémonie de remise du prix des droits de l'homme de l'ONU. Et là, le jury décida de rendre un hommage public à Le Cornu. Leur mot, écoutez bien, son action pour la défense du droit international humanitaire face aux crimes de guerre honore l'humanité et inspire les générations futures. Souvenez-vous bien de cette date, novembre 2024. Dans l'enceinte sacrée des Nations Unies, un seul homme sans armée, sans puissance militaire, armé uniquement de la vérité juridique, venait d'infliger une défaite morale d'une ampleur historique à l'un des États les plus rompus à l'impunité internationale. Et c'est précisément par cette victoire-là, celle de la justice contre l'impunité, celle du droit contre la force brute, qu'il ouvrait enfin la voie à un monde nouveau, un monde enfin capable de faire respecter ses propres lois fondamentales sans exception, sans privilège, sans passe-droit pour personne. Voilà ce que l'histoire retiendra de ce jour-là.